Est-ce dangereux de voyager seule quand on est une femme? Cette question on me la pose mais tout le temps, on me l'a posée des dizaines de fois. Pourtant, pour moi, elle n'est pas du tout bien posée. En effet, la question n'est pas vraiment de savoir si c'est dangereux de voyager quand on est une femme, mais plus comment faire pour rendre le voyage sécurisé. Et c'est ça tout l'enjeu, parce qu'en fait le monde vous n'allez pas pouvoir le changer. Par contre, ce que vous faites vous et la perception que vous avez des choses, ça vous pouvez le changer. Et dans cette vidéo, je vous donne mes 10 conseils, ou même plus, je ne sais pas combien il y en aura. En tout cas, tous mes conseils pour voyager de façon sécurisée, alors même que vous êtes une femme. Et ça marche aussi si vous êtes un homme. Moi, c'est Natacha. J'aime voyager sur tous les continents. Je suis à l'aéroport d'Orly parce que je vais à Montevideo en Uruguay. Maintenant, ça y est, je suis officiellement en Bulgarie. Je me trouve actuellement dans la cour de la grande mosquée d'Istanbul. Alors, quand le confinement a été annoncé, j'étais désespérée. Puis, j'ai réalisé que je pouvais profiter de cette période pour réfléchir à tout ce que j'avais appris pendant mes voyages. Cette vidéo partage avec vous une partie de ces apprentissages. Si vous parlez sécurité à un homme, il va vous dire « j'ai peur de me faire voler mes affaires, comment faire pour protéger mes affaires ?» Si vous parlez sécurité à une femme, elle va penser agression et surtout agression sexuelle. Et je trouve que la sécurité, en fonction de si on est une femme ou si on est un homme, ne revêt pas du tout la même définition. Alors je vais quand même traiter les deux sujets, parce que en fait, même si je suis une femme, j'ai pas du tout envie de me faire voler mes affaires. D'abord la sécurité. Alors on va être clair, pendant l'intégralité de mes voyages, j'ai perdu seulement deux choses, ou volé, je ne sais pas. En tout cas, je vous laisse juge. J'ai perdu un déodorant et deux casquettes. Donc j'ai perdu trois choses et honnêtement, qui vole des déodorants et qui vole des casquettes? Donc je peux dire que dans tous mes voyages, en fait on ne m'a jamais rien volé. Alors je sais pas si c'est parce que j'utilise les bonnes règles ou si c'est parce que j'ai eu de la chance. Mais en tout cas ce qui est sûr c'est que, bon, la chance je peux pas vous la communiquer, mais mes règles je vais vous les donner. Je ne prends avec moi que des objets que j'ai le moyen de racheter. Je ne prends jamais d'objets qui ont une valeur sentimentale ou qui n'existent plus dans les magasins et que je ne vais pas pouvoir racheter ou que je n'aurai pas les moyens financiers de racheter. Et ça, je garde vraiment ça à l'esprit tout le temps quand je fais ma valise. Est-ce que ce bijou, même si vous l'avez acheté il y a 10 ans chez Claire's et qui coûtait 3 €, vous l'adorez, vous ne pouvez pas le racheter, vous allez vraiment être triste de ne pas pouvoir le racheter. À côté de ça, un t-shirt que j'ai acheté chez H&M 5 € et qui est toujours en vente et dont je me fiche un peu, bon franchement, s'il lui arrive malheur, peu importe. Et ça vraiment, je le garde toujours à l'esprit quand je fais ma valise, c'est je ne prends que des objets que je vais pouvoir racheter. Avant de partir en voyage, je m'envoie toujours la photocopie de mon passeport par email. Et je l'envoie aussi par email à certains de mes proches. Et je garde aussi quelques photocopies dans mon sac à dos. Alors c'est qu'il y a un vrai enjeu d'avoir une sorte de double fictif de ce passeport. C'est parce que si vous vous faites voler votre passeport, ce qui est quand même possible, il faut savoir que je crois qu'un passeport de certains pays coûte jusqu'à 10 000 €. Donc il y a un vrai enjeu, la chose la plus chère que vous avez en réalité, même si vous l'avez payé 80 €, et ben en fait à la revente votre passeport peut valoir jusqu'à 10 000 €. Donc c'est vraiment un objet très très précieux. Et vous, évidemment, l'usage numéro 1 de votre passeport, ça va être de rentrer en France ou rentrer dans votre pays d'origine. Et pour ça, et ça va être indispensable. Donc si vous le faites voler, il y a un vrai enjeu à le refaire faire au consulat de votre pays. Et pour accélérer les démarches, pour refaire ce passeport, ils vont avoir besoin d'une photocopie. Et ça ira beaucoup plus vite, ils ont déjà la photocopie de votre passeport parce qu'il y a tout un tas de numéros d'identification sur cette photocopie qui vont permettre de pouvoir le rééditer beaucoup plus facilement. Donc toujours, envoyez la photocopie de votre passeport par email. Quand je fais ma valise, je cache toujours un petit peu d'argent au fond de ma valise. En fait, ce que je fais, c'est que je regarde si dans le pays, c'est plus facile de convertir des euros, ce qui est le cas évidemment en Europe, ou dans les pays limitrophes comme la Turquie, ou si c'est plus facile de convertir des dollars, comme c'est le cas par exemple en Amérique du Sud. Et en fonction de ça, je cache des très grosses coupures, c'est-à-dire 100 €, 200 $, enfin, etc. Donc en général, je cache 200 € ou 200 $ avec 2 billets seulement dans mon sac à dos. Donc ce que je fais, c'est que je le cache soit dans la doublure de mon sac à dos, soit dans mes médicaments, soit dans mes boîtiers de lunettes, etc. Et je cache cet argent. Pour au cas où, c'est à dire que si ma carte est bloquée, ça m'est arrivé en Turquie que ma carte soit bloquée. L'argent était caché, enfin je l'ai caché il y a 2 ans dans mon sac à dos et j'ai fouillé partout et j'ai récupéré 100 €, ce qui fait que je vais pouvoir aller payer mon hôtel. Et bien en fait je peux récupérer l'argent que j'ai caché dans mon sac à dos et pouvoir enfin l'utiliser. Bon, le truc c'est que j'avoue que là j'ai caché mon argent il y a très longtemps dans mon sac à dos et je n'ai plus aucune idée d'où il est et je crois que je sais même plus combien il y a de caché. C'est un petit peu honteux, mais je sais au moins que j'en ai et qu'en cas de vraiment de détresse absolue, je pourrai toujours le récupérer. Enfin, j'espère.
En fonction des situations, j'adopte des comportements différents. Et la première situation que j'ai, c'est comment protéger mes affaires quand je suis à l'hôtel. Alors déjà, à l'hôtel, je n'utilise absolument mais jamais le coffre-fort de l'hôtel, tout simplement parce que je suis convaincue que le personnel de l'hôtel peut ouvrir mon coffre-fort et à quoi bon en fait si je veux protéger mes affaires des personnes de l'hôtel et que je les cache tous au même endroit où ils peuvent y accéder, franchement ça n'a absolument aucun intérêt. Donc pour ça je garde toujours mes affaires dans mon sac à dos. En fait mon sac à dos a une fermeture déjà très difficile à enlever, on peut pas vraiment ouvrir la fermeture juste avec un couteau. Et ensuite il y a deux fermetures qui s'attachent, il y a des petits ronds. Je crois que je vais vous le montrer en b-roll à ce moment-là. Et vous pouvez placer un cadenas à l'intérieur de ce petit rond et j'attache avec un câble en acier à un objet fixe de mon hôtel. Par exemple à une tuyauterie, à une porte, à mon lit, etc. Ce qui fait que, on peut pas ouvrir mon sac à dos dans lequel va se trouver mon passeport, mon appareil photo, etc. Et ensuite on peut pas non plus transporter mon sac à dos à l'extérieur parce qu'il y a un câble en acier. Ensuite il y a la question des bus. Alors la question est, quand vous voyagez avec un sac à dos, comment est-ce que vous faites? Est-ce que vous mettez votre sac en soute? Alors mon premier conseil moi c'est je ne mets quasiment jamais mon sac à dos en soute, parce que je voyage seulement avec un sac à dos qui fait 40 litres. Ce qui fait que pour les gens c'est juste un sac à dos de journée, mon sac à dos en fait. Ce qui fait que je peux le prendre avec moi, je le mets sur mes genoux ou alors je le mès au-dessus de ma tête, ce qui fait que je l'ai toujours en vue et il n'y a aucune chance pour qu'on me le vole. Parce que le problème des soutes, c'est que souvent le bus va faire des arrêts intermédiaires et que durant ces arrêts intermédiaires, vous n'allez pas pouvoir surveiller que personne vous prenne votre sac à dos. Donc l'enjeu est vraiment de le garder avec soi. Après, évidemment, il faut nuancer. Par exemple, au Mexique, il y a une compagnie qui s'appelle Ado, c'est vraiment la meilleure compagnie du Mexique. Et quand vous donnez votre sac à dos en soute, en fait on vous donne un petit ticket comme à l'aéroport et le seul moyen de récupérer votre sac à dos, ça va être de présenter votre reçu. Donc là vous êtes absolument certain que personne ne vous vole rien en soute, enfin c'est techniquement impossible. Ensuite ma troisième situation, c'est dans la rue. Comment éviter les pickpockets ou comment éviter les vols à l'arraché. Donc pour éviter les pickpockets, ce que j'ai fait moi, c'est que j'ai un petit sac à dos Decathlon que j'ai payé 3 €, vous voyez le petit sac à dos Decathlon, et dedans j'ai cousu moi-même une poche secrète à l'intérieur qui est plaquée à mon dos. Comme évidemment je l'ai cousu moi-même, les pickpockets ne savent pas qu'elle existe, et dans cette poche je peux glisser mon appareil photo, pas mon appareil photo du tout d'ailleurs, mon téléphone et mon argent. Et donc du coup c'est quand même assez pratique, et comme les pickpockets ne savent pas qu'elle existe, ils peuvent pas avoir l'idée de glisser leurs mains à cet endroit là. Et la deuxième chose, c'est que j'évite d'utiliser des tote bags. Je vais vous montrer ce que j'utilise. J'utilise ce sac au lieu de tote bag, parce que le problème d'un tote bag, c'est qu'il va être sur votre épaule et on va pouvoir vous le prendre à l'arraché, alors que ce petit sac à dos, vous allez le mettre sur chacune de vos épaules. En plus il est bien fermé à ce niveau là, ce qui fait que personne peut glisser sa main. Alors bien sûr hein, s'ils arrivent avec un de ciseaux, ils peuvent vous couper chacun des trucs, ils peuvent vous mettre un coup de cutter là, mais bon au bout d'un moment vous pouvez pas non plus parer à tout. En tout cas ce qui est sûr, c'est que moi on ne m'a jamais rien volé quand j'avais ce petit sac bleu. Alors je vais passer... Ah oups, il y avait mon portable qui était glissé là. Je vais passer à mes conseils plutôt sécurité physique, c'est-à-dire ceux qui concernent plus les femmes. Et quoique, enfin en tout cas, c'est les conseils vraiment que j'utilise moi. Il y a toujours quelqu'un qui sait où je me trouve sur la Terre. Avant de partir, souvent j'ai déjà prévu mon itinéraire et j'ai prévu déjà la plupart de mes hôtels, parce que je prévois vraiment tout à l'avance en réalité. Et ce qui fait que je donne toujours le nom de mes hôtels, mes jours d'arrivée, mes jours de départ à quelqu'un. Ce qui fait que cette personne sait dans quel hôtel je suis supposée me trouver, dans quelle ville je me suis supposée me trouver. Ensuite je fais la même chose pour mes bus ou pour mes ferries, enfin pour tout moyen de transport. C'est-à-dire que je donne le nom de ma compagnie, mon horaire de départ, mon horaire d'arrivée. Quand je fais une excursion, je donne le nom de l'agence de tourisme qui me permet de faire cette excursion. Évidemment la date à laquelle je la fais. Et surtout, le plus important, c'est quand je fais une randonnée. En fait, en août 2019, il y a un Français qui est allé se balader en Italie. Et il faisait une randonnée seul et il a donné son itinéraire à personne. Et ce qui fait que quand il a disparu, ils ont mis des jours et des jours à le retrouver parce qu'il était tombé dans un ravin. Et très clairement, les secours ont clairement dit que s'il était arrivé à temps, peut-être qu'ils auraient pu le sauver. Et ils auraient pu arriver à temps s'ils n'avaient pas perdu autant de temps à le chercher. Parce que chercher quelqu'un dans une vallée entière, c'est pas comme le chercher sur un seul itinéraire. Ce qui fait que moi, à chaque fois que je pars en randonnée, je vais toujours mon trajet sur Maps.me et j'envoie un screenshot de ce trajet. Ce qui fait que si je disparais, il y aura toujours ce screenshot du trajet que j'avais projeté de faire, et il suffira de me trouver, enfin d'essayer de me chercher dans les ravins autour de ma randonnée. Alors évidemment c'est pas génial d'envisager de tomber dans un ravin, mais si ça arrive, je serais bien contente que les secours arrivent rapidement. Je fais très attention à l'alcool et aux drogues. Alors moi personnellement, quand je voyage, je ne bois jamais
une seule goutte d'alcool. C'est une position assez radicale que je vous conseille pas forcément. Par contre, ce que je vous conseille vraiment, c'est de garder la possession de vos moyens. C'est-à-dire que quand vous voyagez seul, il n'y a personne qui pourra vous aider. Et pire, si vous êtes vulnérable parce que vous avez trop bu, parce que vous êtes drogué, les gens pourront peut-être user de votre état de faiblesse. Et c'est peut-être un peu de la paranoïa, mais je n'accepte jamais un verre d'un inconnu parce que il peut exister des drogues qu'on peut mettre dans les verres et je veux surtout pas me retrouver dans cette situation. Dépenser quand c'est nécessaire. En effet, en voyage par moment, vous allez vous sentir bien et tout à coup, vous allez plus vous sentir bien. Alors soit c'est parce qu'il y a quelque chose qui vous a mis la puce à l'oreille ou parce qu'il n'y a aucune raison apparente mais d'un coup vous vous sentez mal. Et souvent, la solution pour vous sentir mieux, ça va être dépenser de l'argent. Par exemple, vous êtes dans un hôtel, vous vous sentez très très mal dans cet hôtel. Même si vous l'avez réservé, même si vous l'avez payé, je vous conseille quand même de changer d'hôtel. Ça m'est arrivé à Phnom Penh. J'ai pris peur, du coup je suis partie en moins de 30 secondes, j'ai quitté la chambre, j'ai rendu la clé. Je suis partie, je me suis retrouvée toute seule dans Phnom Penh, sans hôtel, il était 23 h. Et ça m'est arrivé aussi à Mexico. Je suis arrivée, donc mon vol avait 3 heures de retard et j'avais peur de prendre les transports en commun. Et bah c'est simple, j'ai pris un taxi. Et ça m'a sauvée finalement. Donc n'hésitez pas à dépenser plus si votre sécurité en dépend. Comment prendre un taxi? Alors ça c'est un très gros chapitre de ma vidéo parce que vous allez forcément avoir besoin de prendre un taxi. Alors moi souvent je prends des taxis parce que par exemple c'est trop loin d'aller quelque part à pied ou parce qu'il n'y a pas de transport en commun ou parce que c'est vraiment trop long en transport en commun. Et dans ces cas-là, bah, un taxi, forcément, on est vulnérable, on est dans la voiture de quelqu'un, il peut bloquer les portières et vous emmener où il veut. Et donc il y a tout un enjeu à quand même bien choisir son taxi. Alors il y a deux possibilités pour les taxis. Il y a soit vous prenez une application, un taxi, vous le commandez par application, soit vous le trouvez dans la rue. Alors la plupart du temps, dans quasiment tous les pays, je préfère prendre une application. Quand j'arrive comme ça dans un pays que je connais pas en pleine nuit et que je dois aller à mon hôtel, je prends toujours un chauffeur qui vient d'une application. Comme ça j'ai l'identité de mon chauffeur, je prends une copie écran, un screenshot et je l'envoie à mes parents. Comme ça s'il m'arrive quoi que ce soit, ils sauront qui rechercher. C'est peut-être totalement inutile ici, je sais pas. Et tant que je ne sais pas, je prends pas de risque. Et ensuite, quelle application utiliser, même quelle application utiliser, c'est vraiment quelque chose qu'il faut que vous recherchiez avant de partir. Par exemple, il y a énormément de pays où c'est Uber qui est le mieux. Et il y a d'autres pays, par exemple comme au Vietnam, où la meilleure application c'est Grab. Donc il faut vraiment voilà, enquêter un petit peu. Parfois je commande des taxis dans la rue. Par exemple à Buenos Aires, il s'avère que les taxis que vous commandez dans la rue sont détenus par la municipalité et les chauffeurs de taxi sont des employés municipaux. C'est-à-dire que le risque de fraude n'existe pas. J'ai même une fois essayé de donner un pourboire à un chauffeur à Buenos Aires et il a refusé mon pourboire. Tellement, bah lui en fait il a un salaire à la fin du mois et il a absolument pas besoin d'arnaquer les gens. Donc à Buenos Aires vous pouvez prendre des taxis, c'est pas du tout un problème. Il y a certains pays où il y a certaines compagnies qui sont hyper bien. Par exemple au Vietnam il y a deux compagnies qui sont bien, dont une compagnie qui s'appelle MyLin. Et moi j'ai pris que des taxis MyLin pendant tout mon séjour au Vietnam parce qu'en fait ils sont verts. Et donc c'est des taxis qui sont entièrement peints en vert, ce qui fait que c'est hyper facile de les repérer. Et donc vous montez dedans, le prix de la course est au compteur mais il n'y a jamais de triche. Et donc c'est quand même hyper pratique. Alors je vous donne tous ces conseils mais en réalité parfois je les suis pas vraiment moi-même. Parce que par exemple au Mexique ou en Argentine je me suis retrouvée à prendre des collectivos. Et en fait un collectivo c'est un taxi collectif. C'est-à-dire qu'il y en a un petit peu partout en ville. Vous montez dans le taxi et une fois qu'il est plein vous partez. Donc évidemment à ce moment là vous connaissez pas l'identité du chauffeur et vous ne connaissez pas les autres passagers. Donc il y a un vrai risque de vol évidemment ou d'enlèvement. Mais néanmoins il n'y a pas de risque de prix parce que souvent la course du collectivo c'est comme un bus en fait, vous négociez pas d'ailleurs, c'est le prix est fixe, vous allez d'un point A au point B pour un prix fixe, donc vous n'avez pas de risque qu'on vous vole de l'argent. À titre personnel je l'ai beaucoup fait en Argentine parce que l'Argentine est un pays assez sécurisé, et je l'ai fait au Mexique mais pas dans n'importe quelle raison, je l'ai fait dans la péninsule du Yucatan qui est une péninsule extrêmement sécurisée. Arnaque courante au niveau des taxis, donc évidemment il y a le risque d'enlèvement mais il y a surtout le risque qu'on va vous payer une course trop chère en vous faisant prendre des détours. Alors il y a une technique un petit peu radicale que j'utilise mais quand je me rends compte, alors déjà la première chose que je fais quand je monte dans un taxi c'est que je mets la destination où je veux aller et je suis la course du taxi pour voir s'il prend bien le chemin le plus court. Alors je suis quand même assez souple. Hein, parfois Google ne sait pas qu'il y a toujours des embouteillages dans une rue, qu'il y a des travaux, donc il faut quand même être assez souple. Mais si vous voyez que le taxi commence à faire complètement n'importe quoi, et bien moi ce que je fais c'est que je mets le son du GPS. Comme ça le chauffeur de taxi se rend compte que je suis en train de suivre son parcours avec le GPS. Et je peux vous dire que quand il se rend compte que vous faites ça, il file droit, il se remet. Et souvent, enfin moi ça m'est arrivé peut-être 2 fois, et les 2 fois le chauffeur s'est excusé.
et ensuite c'est mis à repartir dans le bon sens illico presto. Donc voilà, c'était mes conseils. Donc j'espère que tous ces conseils vous ont plu. J'espère en tout cas qu'ils vous seront utiles et qu'ils vous mettront pas de doute et qu'ils vous donneront pas la peur d'aller à l'étranger, parce que mon but c'est plus de vous donner des clés pour que vous vous sentez en confiance et pas du tout que vous faire peur, parce qu'en réalité moi il ne m'est jamais rien arrivé, ni vol ni agression. Et en tout cas il y a eu des petites suspicions, mais ça je vous en parlerai dans la vidéo de la semaine prochaine. Mais rien ne m'est arrivé et donc je vous encourage tellement à partir en vacances. Prenez votre sac à dos, prenez un billet d'avion et peu importe où vous irez. De toute façon là en ce moment toutes les frontières sont bloquées. Il va falloir aller dans le pays, le seul pays où les frontières sont réouvertes je pense. Et c'est pas grave, en fait vous allez vivre la meilleure aventure de votre vie. Donc j'espère que tous ces conseils vous auront donné envie de voyager. Et voilà, et merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'ici. N'hésitez pas à la liker si vous l'avez aimée et à vous abonner pour voir celle de la semaine prochaine. Et donnez-moi aussi vos commentaires si vous avez des questions ou si vous n'êtes pas d'accord avec moi.